Ici Jean-Philippe Trottier, nous poursuivons le Midi Actualité sur les ondes de Radio Ville-Marie. Dimanche dernier a eu lieu le premier tour des élections municipales françaises. Le second étant prévu dimanche prochain, soit le 30 mars. Deux conclusions s'imposent déjà. Un abstentionnisme élevé et une percée du Front National. Mais bien d'autres questions se posent. Par exemple, se dirige-t-on vers une nouvelle forme de bipolarisation entre ceux qui votent et ceux qui ne votent pas? Parle-t-on par ailleurs d'un vote sanction de la classe politique ou d'une tendance lourde? Autrement, ce comportement électoral se répercutera-t-il sur les élections européennes du 22 au 25 mai prochain? Et d'autres questions encore. Que se passerait-il si le Front National, avec peu de conseillers municipaux expérimentés, raflait plusieurs grandes villes? Le point avec Mathieu Bocoté. Bonjour Mathieu. Bonjour. Avez-vous suivi donc ce premier tour? Mon Dieu. Je crois, vous oubliez un phénomène, vous parlez de la vague bleu marine, appelons ça comme ça, c'est-à-dire la vague Front National, qui ne se réduit pas au Front National, mais en gros cette mouvance. Cela dit, vous oubliez un autre élément central, c'est la vague bleue, simplement, c'est-à-dire les partis de droite classique, les partis de droite, de la droite parlementaire, ont un succès assez incroyable lors de cette élection. Donc on met beaucoup l'accent sur la question Front National, puis on y reviendra. C'est la plus symptomatique, en tout cas. Mais c'est la plus excitante médiatiquement pour ceux qui, quelquefois, lisent une société par ses marges radicales. Mais inversement... une marge qui grossit beaucoup. Oui, mais ça, c'est une autre chose. C'est-à-dire, le vote Front National a longtemps été un vote de... C'était un drôle de mélange, le vote Front National. C'est un vote de protestation pendant un temps. Donc, en fait, reformulons. C'était d'abord un vote marginal. C'était tous les bras cassés de l'extrême droite française qui sont rassemblés pour fonder ce parti qui était marginal. C'est un parti fondamentalement marginal jusqu'au début des années 80, quand il va commencer à occuper l'espace abandonné par les partis de la droite parlementaire notamment. Donc, sur des questions liées au patriotisme, à l'immigration et ainsi de suite, le Front National va s'approprier l'espace laissé vacant par les partis traditionnels. Donc, c'est un parti qui... Donc, premier élément, des bras cassés de l'extrême droite historique. Deuxième élément, qui commence à gruger une partie du vote de droite qui finalement ne se retrouvait plus dans des partis de droite classiques, qui par ailleurs a été capable de capter le vote protestataire pendant longtemps et qui aujourd'hui ratisse plutôt à gauche. C'est-à-dire, les électeurs du Front National sont moins des électeurs de la droite classique qui... je nuancerai. Les nouveaux électeurs du Front National ne sont plus seulement les électeurs de la droite classique qui décident de se tourner vers la solution FN, mais sont souvent des électeurs anciens communistes ou anciens socialistes qui ne se reconnaissent plus et qui passent là. Alors ça nous amène juste... Mais ça, c'est la même chose avait eu lieu en Autriche avec Jörg Haider. Tout le monde était surpris que c'était les anciens communistes, les petits blancs en un sens, sans être méchants, sans aucun mépris. C'est qu'eux qui votaient traditionnellement communistes, se sont mis à voter extrême droite aussi. C'est la tentation du parti tribunicien pendant longtemps, c'est-à-dire le parti qui incarne dans le système la protestation. Alors, le Front National a joué ce rôle tribunicien, et c'est un piège d'ailleurs, faut jamais oublier. C'est-à-dire ceux qui votent pour un parti tribunicien se font entendre, mais au même moment s'excluent du jeu politique parce qu'ils s'excluent de tout jeu de pouvoir. Ils se réfugient dans l'opposition radicale au système. Cela dit... Sauf que Jörg Haider a eu du pouvoir. Oui, mais je parle en France ici. D'accord. Cela dit, il y a quelque chose de particulier, c'est d'ailleurs c'était noté récemment dans le Figaro, le Front National n'est plus seulement un vote protestataire, un parking électoral pour mécontents circonstanciels. C'est en train de devenir un parti d'adhésion. Donc, il y a une partie de l'électorat qui non seulement ne proteste plus seulement anti-ralliant, mais adhère véritablement. Donc, ce n'est pas qu'un vote sanction. Donc, c'est ce qu'on croit repérer en ce moment. C'est-à-dire, on verra dimanche prochain ce qui va se passer. Oui, surtout on va regarder aux européennes, puis ensuite, donc ça se joue sur plusieurs années. Tout à fait. Mais il y a l'émergence d'un vote d'adhésion FN avec cette particularité. Et ça, faut voir comment le programme du Front National s'est bâti au fil du temps. Comme je l'ai dit d'abord et avant tout, c'était tous les protestataires de la droite d'après-guerre. Ensuite, il va se bâtir souvent en récupérant une partie, donc critique de l'Europe, critique de mai 68, défense de l'autorité. Donc, il va récupérer une partie de ce qu'on appelait le programme de RPR, le Rassemblement pour la République, l'ancien parti gaulliste, la droite RPR. Le Front National va récupérer ça. Mais dans les années 80, le Front National est un parti, par exemple, réganien sur le plan économique, ultra-libéral économiquement. Est-ce qu'il a une pensée économique, le Front National? Si élaboré que ça? C'est une des grandes questions. Fin des années 70, le Front National sort un document qui s'appelle Droite et démocratie économique,
économique qui se veut une critique du fiscalisme, de l'étatisme. C'est un discours ultra-libéral sur le plan économique. Bon. Cela dit, il va y avoir un retournement à partir du milieu des années 90 qui est pleinement assumé aujourd'hui et même radicalisé. Oui. Le Front national, qui était un parti donc ultra-libéral sur le plan économique, est devenu un parti social, protectionniste, étatiste. Quand on regarde ça, pour peu qu'on connaisse un peu l'histoire française, quelquefois le Front national peut faire penser au CRS des fin des années 70. C'était le groupe CRS, les policiers? Non, pas du tout. Le CERES. CER, oui, c'est qui était le groupe chevènementiste dans le Parti socialiste, donc protectionniste, jacobin, nationaliste, étatiste. Donc le Front national, sur le plan économique, est en train de doubler à gauche les partis de gauche par la critique de la mondialisation, par la critique de l'Europe. Oui, la critique de l'État. Elle veut faire exploser l'Europe, dit-elle. Elle veut faire exploser l'Europe, elle veut se retirer de l'euro, elle révalorise le rôle de l'État comme protecteur social, elle s'oppose à la réduction libérale, quelquefois, du rôle de l'État. Donc, on voit un Front national qui cherche à doubler la gauche sur ce plan-là. Donc, j'en arrive à la conclusion ici. C'est une volonté, finalement, de prendre un aspect de la droite et de la gauche. Le Front national a cherché à voler à la droite ou à récupérer de la droite ce qu'on pourrait appeler la protection nationale. La protection nationale, c'est-à-dire on va défendre la nation, la souveraineté, l'identité. Et là, maintenant, ils veulent récupérer la protection sociale à la gauche. On va protéger contre les intempéries, contre le capitalisme, et ainsi de suite. Donc, c'est un parti qui se fonde sur un double protectionnisme national et social. C'est une offre politique cohérente qui apparaît là. Ce qui en amène plusieurs à s'en inquiéter, à dire, un instant, une fois qu'il a une doctrine économique, est-ce que c'est une doctrine économique sérieuse? Est-ce qu'il ne ferait pas planter simplement l'économie française? Mathieu Bock-Côté, on associe Front national à Le Pen, mais est-ce qu'il y a des penseurs? Il y a eu Gollnisch aussi, ou Maigret, mais est-ce qu'il y a des penseurs? Est-ce que c'est un parti qui maintenant attire des intellectuels, ou ils le font sous cap, ou de façon très discrète encore, ou pas? Au fil de l'histoire, il a attiré différents groupes d'intellectuels. On peut penser aux gens du Club de l'Horloge dans les années 80, qui était un groupe qui était une forme de passerelle entre la droite radicale du Front national et la droite parlementaire, à une époque où il y avait encore des échanges entre ces groupes, où le Front national, on se demandait encore s'il allait parvenir à s'intégrer dans le spectre politique classique. Oui. Pardonnez-moi. Ces gens-là, à la fin des années 90, on fuit, surtout avec le mouvement national républicain de Bruno Maigret, qui était le schisme à l'intérieur du Front national à la fin des années 90. Donc, ces gens-là sont passés à Maigret pendant longtemps. Le Front national s'est retrouvé sans, on pourrait dire, entre guillemets, élite intellectuelle, sinon des gens provenant des milieux catholiques traditionnalistes. Et ce n'est qu'aujourd'hui, depuis quelques années, en fait, qu'il y a de nouveaux ralliements intellectuels, entre guillemets, au Front national, et surtout maintenant autour de la question de l'Europe, donc la critique de l'Europe, la critique de l'euro, la critique de la mondialisation. De l'immigration aussi. Oui, de l'immigration, mais les ralliements se jouent moins sur cette question-là que sur la question de l'euro et de la mondialisation. Donc, par exemple, Florent Philippot, qui est la figure médiatique dominante en ce moment du Front national, est un énarque, si je ne me trompe pas, un ancien chevènementiste. Énarque, c'est qui a étudié à l'École nationale d'administration. Hein? Donc, c'est un parti qui a ses propres, appelons ça entre guillemets intellectuel, qui a sa propre élite intellectuelle à certains égards et qui cherche à se légitimer de ce point de vue. Surtout, faut dire une chose, le Front national version Marine Le Pen cherche à cannibaliser aussi les contributions intellectuelles qui ne lui sont pas spontanément favorables. Lesquelles, par exemple, on peut penser aux travaux de Jean-Claude Michéa, qui est un auteur... Un philosophe que vous citez souvent, qui est un anarchiste de tempérament, un anarchiste, une forme d'anarchiste Tory, d'anarchiste conservateur un peu étrange. Et lui-même, quand il voit que son discours est instrumentalisé, récupéré par le Front national, il s'en désole, il dit c'est pas écrit pour ça, qu'on se comprenne bien. Il n'en demeure pas moins qu'il y a cette volonté de récupérer quelquefois des contributions, donc de Jacques Sapir, un économiste critique de l'euro. Sapir. Oui, économiste qui est très critique de l'euro, qui croit que l'euro va finir. Donc, il y a une volonté de s'approprier un travail intellectuel. Cela dit, je note que la plupart des gens qui sont ainsi cannibalisés sont les premiers à se révolter contre leur instrumentalisation. Maintenant, le Front national est contre. Je veux recreuser cette question avec vous, Mathieu Bock-Côté. Il est pour, comment vous dire, il est pour parce qu'il est contre, ou est-ce qu'il y a vraiment une contribution qui pourrait être originale? Ça dépend ce qu'on entend par là, c'est-à-dire... authentique, ou qu'on soit d'accord ou pas. Le Front national, par exemple, va critiquer l'Europe. Bon, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que la critique de l'Europe n'est pas le monopole, cela dit, de ce parti qui l'exprime probablement de manière exagérément radicale. C'est-à-dire, c'est une chose de constater que l'Europe ne fonctionne pas très bien. C'en est une autre, par exemple, de souhaiter rebâtir des souverainetés nationales responsables. C'en est une autre de souhaiter l'explosion de l'Europe. C'en est une autre de ne pas porter
attention ou de pas réfléchir suffisamment à ce que voudrait dire, par exemple, une implosion rapide de l'euro, une sortie de l'euro. En sortir de l'euro, il y a plusieurs auteurs qui disent sortir de l'euro, là, comme ça, du coup, ben, c'est une baisse radicale du niveau de vie des Français, par exemple. Alors, est-ce que c'est l'idée du siècle? Bon, vous parlez des contributions. Donc, je dirais que le Front National, c'était une formule, je pense, de Fabius qui disait à de vrais problèmes, mauvaise réponse. Je sais pas si on pourrait dire de vrais problèmes, mauvaise réponse, mais je dirais que c'est un symptôme. En tout cas, les électeurs ont dit, nos élites à nous, qu'elles soient de droite ou de gauche, n'ont pas des réponses, alors tentons le coup ailleurs. Ben voilà, ça, je crois que c'est cet élément-là qu'on a mentionné. C'est un symptôme. C'est un symptôme de la crise de l'offre politique classique. C'est ça. Donc, d'un côté, la gauche est ralliée au consensus social-libéral. De l'autre, la droite, souvent, ne parle que de gestion et d'économie. Elle a abandonné le terrain de la nation. Elle a abandonné le terrain de l'État, de la souveraineté. À qui voudrait bien le prendre, finalement? Eh bien, les deux grands partis, donc la droite républicaine, la gauche socialiste, ont abandonné leurs créneaux respectifs. Par ailleurs, il y a une espèce de climat de lutte des classes en France, donc une partie de l'électorat populaire qui ne se retrouve plus dans l'offre politique disponible, qui veut protester contre ce qui se passe. Le Front National devient, de ce point de vue, parce qu'il est repoussé par le système politique médiatique, en disant parce qu'il est repoussé, une partie de l'électorat se jette sur lui. Et parce qu'il n'a pas d'expérience, très peu en tout cas. Oui, mais ça je nuancerais. C'est-à-dire, c'est parce qu'il est rejeté par le système médiatique que plusieurs l'embrassent. C'est le paradoxe, c'est-à-dire, il est vu comme s'il est repoussé. C'est donc dire qu'on peut se reporter sur lui pour envoyer, pour faire un bras d'honneur au système. Mais le pire qui puisse arriver, Mathieu Bock-Côté, c'est que le Front National vient avoir la ville de Bénin-Aumont, mais il y a aussi une vingtaine de villes où il pourrait dominer la situation. Le pire qui puisse lui arriver avec une certaine inexpérience des cadres municipaux, c'est qu'ils raflent toutes ces villes-là et qu'ils s'écrasent. Ça c'est le problème de tous les partis populistes. Hein. C'est-à-dire, un parti populiste se réfugie souvent, donc il incarne la protestation, il incarne le refus lorsqu'il est placé aux affaires. Il doit livrer la marchandise. Il doit livrer, donc là, toutes les promesses, l'espèce de pensée magique, solution miracle. Oui, élisez-nous, puis ça va se réparer. C'est pas aussi simple que ça. Le réel se dérobe aux solutions faciles. Alors, on a vu en Europe, les partis populistes, souvent, la pire chose qui leur arrive, c'est d'arriver au pouvoir. Alors, et quelquefois, d'ailleurs, ils le savent. Cela dit, on sait que Marine Le Pen veut donner une culture de gouvernement au Front National. Elle mise sur une espèce... Donc, tout comme il y a eu un socialisme municipal pendant longtemps, elle espère un Front National municipal pour que ses cadres s'exercent au pouvoir. Alors, elle même électorat, de toute façon. S'exercent aux affaires publiques. Elle espère finalement que les cadres qui sont les siens s'exercent à la gouvernance, s'exercent aux affaires publiques, à l'administration des choses par ce FN municipal. Et le Parti communiste était très reconnu en France, notamment au niveau municipal. Il gérait bien ces municipalités. Ça, c'est la chose intéressante ici, c'est-à-dire de voir comment le Parti communiste qui survit aujourd'hui principalement au niveau municipal, a survécu en fait, surtout pendant longtemps au niveau municipal. Le Front National espère finalement, parce que le père Le Pen, pour lui, il n'y avait qu'une seule élection intéressante. C'est la présidentielle qui lui permettait de faire son grand théâtre. Et qui finalement campait le Front National dans un pose purement protestataire. L'autre, Marine Le Pen, dit un instant, nous on veut gouverner pour vrai. Mais si on veut gouverner pour vrai, il faut qu'on soit prêt à gouverner à toutes les étapes, à tous les étages de l'administration française. Donc, il y a plusieurs élections en France. Hein. Il y a les municipales, les régionales, les européennes, les régionales, les présidentielles. Bref, ils passent leur temps à voter. Alors, il y a... À double tour, en plus. Alors, il y a cette réalité. Là, il va y avoir le test des européennes bientôt. Et moi, je réfléchirais à cette question-là. Donc, mettons-nous un peu à distance de la France en instant. C'est le privilège de ne pas être partie prenante de ça. La France devrait se demander... qu'est-ce que les élites politiques vont devoir... est-ce que les élites politiques vont finir par comprendre que les partis populistes protestataires n'émergent que parce qu'elles-mêmes ont déçu la population? Et les dernières réactions de ces élites-là montrent qu'elles n'ont toujours pas saisi le truc. Elles continuent à diaboliser le Front National. On peut le faire, mais le problème est aussi ailleurs. C'est très bien de faire une critique sévère, virulente, indispensable de ce parti. Parfait. Mais de l'autre côté, si on se contente de faire jouer la sirène d'alarme, eh bien, on fait pas grand-chose. Il faut, à un moment donné, plutôt que de simplement faire jouer la sirène d'alarme, il faut plutôt se demander pourquoi ont-ils monté, à quel problème, pour quelle raison une partie de l'électorat se reconnaît-il dans ce parti et de quelle manière, conséquemment, faire en sorte que les partis de gouvernement déjà installés
prennent à leur charge finalement ces problèmes-là et les traitent de manière responsable, les traitent de manière modérée, les traitent avec un esprit de modération et d'équilibre. Mais encore faut-il nommer les mêmes problèmes, parce que vous savez, c'est la part en politique qu'on oublie souvent. Celui qui nomme un problème qui était par rapport auquel le système était aveugle, oui. Eh bien, celui-là gagne d'un coup un capital de crédibilité du point de vue de l'électorat. Mais oui, beaucoup plus tard, mais ils ont vu le problème que personne n'osait nommer. Oui. Donc, on va se tourner vers lui. Eh bien, les partis de gouvernement devraient à un moment donné se rendre compte que ce n'est pas en niant les problèmes sur lesquels le Front National mise pour monter qu'ils réussiront eux-mêmes à le contenir, à le repousser. C'est en reconnaissant qu'il y a des problèmes réels, qu'il y a des attentes populaires, et ensuite, à partir de là, de fournir une réponse gouvernementale responsable, modérée, équilibrée. L'électorat moyen cherche des réponses. En fait, son instinct n'est pas mauvais, en fait. Ce sont les élites qui ont la formation, qui ont le vocabulaire, qui ont les contacts et tout ce que vous voulez, qui devraient fournir, répondre à cette attente, mais qui le font pas. Quand on parle à un électeur moyen, cette fois-ci en France, puisqu'on en parle maintenant, c'est toujours l'impression, c'est tous des pourris, gauche, droite, ils se serrent la main, ils se remplissent les poches sous notre dos, peu importe l'étiquette. Ça, c'est une part c'est la part la plus malsaine, je crois, une des parts les plus malsaines du discours Front National, c'est-à-dire cette idée que tous pourris. Cette disqualification de toutes les élites politiques, ce refus d'imaginer qu'il puisse y avoir dans le système politique des gens qui sont là pour de bonnes raisons. C'est peut-être le système qui est foutu. Moi, en ces matières-là, c'est pour ces raisons qu'en dernier instant, je demeure en politique. Si j'ai un tempérament conservateur, je demeure un bon libéral de ce point de vue, c'est-à-dire il faut toujours être très prudent avant de décréter qu'un système est foutu. Lorsqu'on décide qu'un système doit tomber, comme certains le souhaitent, eh bien, on oublie que c'est la paix civile qui est compromise, la prospérité de chacun qui est compromise. C'est la possibilité de vivre dans une société relativement civilisée. Ça, c'est votre côté conservateur qui émerge. Oui, mais l'excitation du radicalisme politique est probablement satisfaisant pour ceux qui sont à la recherche de sensations fortes dans la cité. Il n'en demeure pas moins qu'un système politique, la Ve République, qui est l'héritage général de Gaulle, qui est un héritage qui a permis à la France d'avoir relative prospérité, stabilité, qui a permis justement de faire une grande bipolarisation, gauche-droite responsable, qui a une forme d'alternance, qui a délivré la France à certains égards de la tentation de la guerre civile, la tentation de la politique révolutionnaire. Est-ce que les Français veulent véritablement sacrifier ça? Me semble-t-il que les partis de gouvernement devraient, pendant qu'ils en ont encore le temps et l'occasion, écouter, chercher à entendre ce que dit le peuple à travers son vote protestataire. Et qui dit depuis souvent longtemps, hein? Oui, bien sûr. Et pour éviter que ce vote protestataire ne se transforme durablement en vote d'adhésion, eh bien, la classe politique devrait réfléchir à ça. Sinon, on va se retrouver dans une situation où au bipartisme va succéder un tripartisme, pour le dire ainsi. Oui. Et à partir de là, le système politique français risque de se retrouver dans une situation de crise. Sinon, il y a aussi une bipolarisation, ceux qui votent pas. Oui, ça, il y a ce Parce problème. Qu'il y a beaucoup de non-votants cette fois-ci. Ça, c'est la variable dont on doit tenir compte. Est-ce que l'électorat, est-ce que l'abstention, finalement, doit être classée sous le signe d'une espèce de ce sont les élections municipales, on passera, on attendra aux choses suivantes, ou est-ce que c'est une forme ça s'inscrit plus largement dans la dynamique de protestation? Parce qu'on sait qu'en France, il y a en ce moment, ne nous trompons pas, il y a une vraie dynamique de protestation. On l'a vu avec la question des bonnets rouges en Bretagne. Oui. On le voit avec la contestation autour du mariage gay. On le voit avec les différentes contestations sociales à gauche comme à droite et ainsi de suite. Et François Hollande est le président de la Ve République le plus impopulaire au bout de 2 ans. Et est-ce que finalement, et là on multiplie les théories, c'est de bonnes explications, mais est-ce que finalement, par ailleurs, il n'y a pas derrière tout cela un échec lamentable de la présidence Hollande? Est-ce qu'avec un président plus vigoureux de gauche ou de droite, imaginons, je sais pas moi, Sarkozy ou un équivalent à gauche qui serait capable de gouverner de manière responsable, est-ce qu'il n'y aurait pas une crise moins violente dans le pays, une crise violente, une crise portée moins aux excès rhétoriques? Ça, en France, ça m'étonnerait, non? Oui, mais ce pays ne devrait jamais oublier que lorsqu'il cède à la tentation, justement, de la rhétorique radicale en politique, la tentation de la guerre civile, la guerre civile vient pas toujours avec des baïonnettes. La guerre civile, c'est une manière d'antagoniser radicalement l'adversaire. Oui. Ça consiste à oublier que nous participons à la même cité, que nous partageons la même cité. L'adversaire devant moi devient ennemi. Bon, eh bien ça, les partis radicaux ont cette damnée manie de traiter toujours l'adversaire en ennemi et d'oublier que dans la cité, eh bien, il y a néanmoins
moins des intérêts communs qui sont visibles. C'est le plaisir finalement d'absolutiser le conflit politique et d'oublier le sens de l'intérêt public, le respect des institutions. Heureusement qu'il y a des bonnes tables dans les restaurants où on peut se réconcilier, non? Oui, je note, mais les réconciliations, quand la politique devient plus radicale, ça devient de plus en plus difficile, vous le constaterez. Mathieu Bock-Côté, merci beaucoup. Au grand plaisir. À la semaine prochaine. Bien sûr.